Bonjour à tous, édition spéciale sur Public Sénat. François Fillon, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, va présenter son projet pour la France, le détail de son programme, notamment en matière économique et le chiffrage de celui-ci. Une conférence de presse qui débutera dans quelques instants et que nous suivrons en direct sur notre antenne. Et sur place, au QG de François Fillon, on retrouve tout de suite Tam Tranui. Bonjour Tam. Alors cette conférence de presse, elle intervient dans un contexte particulier pour François Fillon, une semaine particulière avec sa convocation chez le juge mercredi prochain. L'objectif, on l'imagine, pour le candidat de la droite et du centre, c'est de ramener sa campagne sur le fond. Et oui, effectivement, l'objectif, c'est de revenir sur le fond avec la présentation officielle de ce projet présidentiel ce matin, en présence de très nombreux journalistes et puis de sa garde rapprochée. Il y a ici, dans le 15e arrondissement, dans son QG du 15e arrondissement, Éric Woerth, Bernard Debré, Jean-Christophe Fromentin ou encore Hervé Novelli. L'objectif, c'est de présenter un projet qui reste radical, notamment dans les efforts qui sont demandés aux Français, avec la suppression des 35 heures et le passage aux 39 heures, avec également la retraite à 65 ans ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales. Également, il y a des efforts qui sont demandés bien sûr aux fonctionnaires qui subissent de sévères coupes dans le projet de François Fillon. Moins 500 000 fonctionnaires et le passage à 39 heures, à 1790 heures travaillées par an, a-t-il encore répété ce matin. Reste à savoir si les fonctionnaires devront être payés pendant un temps de 35 heures pour travailler 39 heures. Mais il y a aussi certains infléchissements, bien sûr, sur la sécurité sociale, on en a parlé déjà depuis plusieurs semaines, et puis aussi sur le taux intermédiaire de la TVA. François Fillon renonce à l'augmenter. En revanche, le taux normal, lui, devrait bien subir une hausse de 2 points dans le projet de François Fillon, tandis que l'ISF reste supprimé dans le projet du candidat de la droite et du centre. Vous l'avez dit, tout cela intervient dans un contexte troublé. En effet, ce projet présidentiel s'accompagne d'une grande offensive médiatique. Grand entretien dans les Échos ce week-end, matinée sur Europe 1. Mais en même temps, il y a eu les révélations du JDD ce week-end sur la polémique concernant le cadeau très onéreux de ses costumes par un ami. Et alors que mercredi, François Fillon sera convoqué en vue d'une mise en examen. Ce matin encore, il a parlé d'une instrumentalisation de la justice dans cette affaire. Merci beaucoup Tam, et on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale avec à votre micro les réactions des soutiens de François Fillon qui sont présents ce matin à son QG pour analyser les déclarations et le programme de François Fillon. 4 invités en plateau que je vous présente. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, président de MCBG Conseil. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud est avec nous. Bonjour Oriane. Olivier Roucan, vous êtes politologue. Bonjour, merci d'être avec nous. Et enfin, Yves-Marie Kahn, bonjour. Vous êtes directeur des études politiques chez ELAB. Alors, Olivier Roucan, Tam le rappelait à l'instant, cette conférence de presse se déroule dans un contexte particulier pour François Fillon. Son objectif numéro 1 ce matin, c'est de ramener sa campagne sur le fond, qu'on parle du projet plutôt que des affaires. Oui, exactement. Revenir sur les idées. En même temps, il a commencé à baisser, François Fillon, assez fortement dans les sondages avant l'affaire politico-judiciaire, lorsqu'il détaillait ses propositions, notamment sur la sécurité sociale. Donc ce n'est pas une garantie pour lui de détailler son programme d'un rebond ou d'une augmentation de son fameux socle, son fameux noyau, parce qu'il a des propositions assez clivantes. Alors c'est vrai qu'elles peuvent motiver, mais en même temps elles vont éloigner, elles vont faire se poser des questions, notamment les 500 000 fonctionnaires en moins. Et une des carences de François Fillon à l'heure actuelle, quand même, semble-t-il, dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'il est sous-estimé par rapport à un candidat normal de la droite auprès des classes actives. C'est-à-dire que la tranche d'âge la plus active, celle qui travaille, n'est pas intéressée et ne soutient pas pour l'instant François Fillon. Alors, une des questions posées, est-ce que ces propositions plus concrètes, sur le fond, vont ramener vers lui ce qui, normalement, est un socle important pour un candidat de la droite classique ?
Yves Maricanne, vous confirmez ce que vient de dire à l'instant Olivier Roucan, le fait de présenter ses propositions, ce n'est pas forcément garanti de remonter dans les sondages, au contraire, pour François Fillon? Oui, effectivement, il n'y a aucune garantie en la matière pour ce qui vient d'être rappelé, à savoir qu'effectivement, la baisse que l'on a observée pour François Fillon depuis maintenant 3 mois en termes d'intention de vote, elle s'est construite en 2 temps. Un premier temps qui a lieu à la fin de la primaire de la droite et du centre, fin novembre, et sur l'ensemble du mois de décembre, lorsqu'il y a débat sur ces propositions en matière de santé et de protection sociale. Là, on observe un premier décrochage en termes d'intention de vote qui le relègue déjà en 2e position derrière Marine Le Pen début janvier. Et puis ensuite, on a effectivement les affaires, les accusations dont il fait l'objet, qui là écornent très sérieusement son image, provoquent des ravages supplémentaires en termes d'intention de vote, ce qui fait qu'entre ce que l'on mesurait fin novembre et ce que l'on mesure aujourd'hui, François Fillon, il a perdu environ 1/3 de son socle électoral de départ. C'est beaucoup. Et ça s'explique aussi par le fait, effectivement, qu'il a perdu beaucoup de points auprès des actifs et notamment auprès des catégories populaires. Aujourd'hui, des principaux candidats, en incluant Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, eh bien, François Fillon, il arrive derrière l'ensemble de ces candidats en termes d'intention de vote auprès des ouvriers et des employés. Et ça, c'est un véritable obstacle dans sa course vers l'Élysée, parce qu'il faut se rappeler quand même que Nicolas Sarkozy, s'il a pu gagner la présidentielle en 2007, c'est grâce au vote des catégories populaires, certes pas à des niveaux exceptionnels, mais à de bons niveaux pour un candidat de droite. Or, ces catégories-là, elles ont déserté aujourd'hui la candidature de François Fillon. Ces catégories populaires, justement, Jean-Louis Gombault, le programme de François Fillon, de ce qu'on en connaît, c'est un programme dur. Est-ce que ces catégories populaires peuvent voter pour un programme comme celui-ci? Alors lui, il dit que c'est un programme de rupture. Il ne dit pas que c'est un programme dur, mais effectivement, on peut le qualifier de dur. Dur pour les catégories populaires, si on met les fonctionnaires dedans, évidemment, leur dire vous allez maintenant travailler 39 heures au même tarif qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 35 heures, c'est-à-dire donc une baisse de leur salaire horaire, même si à la fin du mois... C'est un point qui va être éclairci par François Fillon. Voilà, même si la fiche de paie ne changera pas à la fin du mois, c'est quand même une baisse de leur salaire horaire. Dur pour les catégories populaires. Sur la réforme du droit du travail, bien entendu, puisqu'on supprime par exemple le problème la barre des 35 heures, la fameuse barre des 35 heures que veut en revanche garder Macron. Dur, ça devait être aussi sur la question sécurité sociale, petit risque, grand risque. Évidemment, les gens se sont sentis visés dans cette histoire. Je constate simplement une chose, c'est que les deux phases de la baisse de popularité de M. Fillon, entre, disons, janvier et aujourd'hui, c'est surtout sur la première partie qu'il a beaucoup perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu sur la dureté du programme. Et surtout là-dessus. En fait, depuis qu'il y a eu le scandale dénoncé à peu près à la fin janvier, il perd relativement peu. La chute, elle est justement lorsque les gens prennent conscience de la difficulté du programme de François Fillon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il se trouve dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que s'il précise dans le sens qui va dans ce que lui demande son fameux socle, évidemment, il risque de perdre de l'autre côté. Si il affaiblit un peu son programme, on dire oui, mais c'est parce que derrière, il y a les problèmes judiciaires et donc il essaie de rattraper sa baisse de popularité liée à ses affaires judiciaires. Et autre chose, il met en déséquilibre son propre projet global sur lequel il tient beaucoup. C'est-à-dire, j'ai fait même un petit calcul, je ne sais pas il faudrait peut-être qu'après l'avoir écouté, il sera vérifié ou pas. Mais en fait, quand vous êtes, disons, à l'automne, entre les économies de dépenses publiques qu'il propose et les dépenses publiques, parce qu'on ne parle jamais des dépenses supplémentaires par rapport... Il y a, disons, une économie nette de l'ordre de 85 milliards. Depuis, il a fait un certain nombre de concessions sur les petites retraites, il a fait des concessions sur la question des remboursements des prothèses, etc. Il en a fait pas mal et il en fait encore ce matin. On arrive à une économie nette de l'ordre de 75 milliards. Donc, en réalité... son programme s'est un petit peu affadi depuis la première présentation. Et donc, ce sera intéressant de voir s'il va continuer dans ce sens ou s'il va conforter sa stratégie initiale. Philippe Moreau-Chevrolet, François Fillon veut ramener sa campagne sur le fond, sur le projet. Est-ce qu'il est encore audible sur son programme ? Oui, il est audible sur son programme. Il y a beaucoup d'électeurs quand même à droite qui estiment que s'ils n'étaient plus candidats, on leur volerait leur vote. Ils se sont beaucoup investis, ces électeurs, dans la primaire de droite. Il y a quand même une dynamique depuis 5 ans qui est une dynamique favorable globalement à la droite. Donc il y a une attente de la part de cet électorat à ce que précisément un candidat arrive avec un programme, avec une déclaration d'intention qui permette de sortir des années Hollande qui ont été relativement mal vécues, encore une fois, par cet électorat. L'éclipse de Fillon à laquelle on a assisté depuis le début à cause des affaires a été en même temps une éclipse
éclipse dans laquelle il a été omniprésent, c'est-à-dire que personne n'a pu vraiment être audible, en dehors peut-être de Macron, à part Fillon, qui a été certes là pour des mauvaises raisons, mais qui a quand même été présent. Moi, je pense qu'il y a quand même une possibilité pour qu'il revienne en selle. Il reste 6 semaines de campagne, c'est assez long, et qu'il puisse au final faire ce que certains instituts disent également, c'est-à-dire être le deuxième homme. Le problème, c'est que là, en fait, on a une situation où il va se retrouver peut-être face à Marine Le Pen, et c'est là où Yves Marican a raison, c'est-à-dire que s'il n'a pas le vote des catégories populaires, il ne sera peut-être pas le meilleur candidat face à Marine Le Pen. Donc on a une vraie interrogation qui existe aussi pour Macron pour des raisons différentes, mais qui est que, en fait, on a un candidat de droite qui est assez faible, quelque part, s'il se retrouve face à Marine Le Pen au deuxième tour. Olivier Roucan, le paradoxe de cette conférence de presse de ce matin, c'est que le programme de François Fillon, il est connu. C'est même lui qui avait le programme le plus détaillé. C'était sa force pendant la primaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présentait. Alors pourquoi cette conférence de presse? Pourquoi cette présentation de programme? Est-ce que c'est un but uniquement politique? Il faut occuper le terrain, c'est la campagne, c'est quand même la règle numéro 1, occuper le terrain. Et puis, encore une fois, ce qui a été le cas, mais malgré lui, et là c'est le faire à son avantage pour essayer d'augmenter ce fameux socle. Et vous parliez des employés, catégories populaires, voire ouvriers, il est devancé sur les ouvriers par Emmanuel Macron. Même si, on le sait, par rapport au vote potentiel des ouvriers, puisque beaucoup s'abstiennent, c'est Marine Le Pen qui est devant. Et plus largement, je crois que sur les valeurs, le problème de François Fillon, les valeurs de droite, donc l'autorité, la tradition, la sécurité, il est devancé par Marine Le Pen sur toutes ces questions. Et donc ça, c'est un vrai problème pour lui. C'est-à-dire qu'il y a là, en cas de duel au second tour, véritablement des incertitudes parce qu'on aurait deux candidats qui sont positionnés sur des valeurs désormais très proches, mais avec une Marine Le Pen qui le devance, encore une fois, sur l'autorité. Et François Fillon, moi je remarquerai qu'il délaisse, on va voir ce qu'il dit ce matin, mais il délaisse depuis quelque temps le thème de la sécurité. Et je ne sais pas si cela lui permettrait pour l'instant de retrouver ces fameuses catégories populaires. François Fillon, qui on le disait, a présenté ce matin son programme dans le journal Les Échos, un programme qui est adouci avec une pointe de social en plus. Est-ce que c'est pour séduire l'électorat sarkozyste, l'électorat centriste, Yves Marican? L'électorat centriste, je ne suis pas sûr qu'il faille... Je vous coupe, excusez-moi Yves Marican. François Fillon qui vient tout juste de commencer à s'exprimer, on l'écoute, on revient juste après. Il va répondre à la question. Le fruit d'un dialogue que j'ai conduit pendant plus de 3 ans avec les Français, avec la société civile, avec des centaines d'experts et d'élus engagés dans plusieurs dizaines de groupes de travail. Beaucoup d'entre eux sont ici et je veux commencer par les remercier sincèrement des efforts qu'ils ont accomplis. Ceux qui décrivent mon projet comme une purge ont tout faux. Ils sont aveuglés par la mauvaise foi et l'idéologie ou empêtrés dans leur propre manque de volontarisme. En réalité, ce projet est un projet de croissance. C'est un projet qui est porté par l'ambition de refaire de la France une grande puissance économique et politique. C'est un projet pour les jeunes. La génération précédente n'a connu que le chômage de masse. Je veux que l'avenir de notre jeunesse, ce soit une société de plein emploi, de finances publiques remises en ordre, de Français réconciliés avec eux-mêmes et un pays influent et capable de se défendre. La purge, la détresse sociale, le manque de perspectives, c'est maintenant que nous les avons. Elles sont le résultat d'années de démagogie et d'atermoiement. Penser que nous pouvons continuer sans réforme profonde relève de l'illusion la plus complète. Je ne demande pas non plus des efforts aux Français. Je leur propose de renouer avec la prospérité. Les efforts, c'est maintenant qu'ils les fournissent. Les 6 millions de chômeurs, les 9 millions de pauvres qui luttent chaque jour contre le déclassement ne sont pas loin de perdre espoir. Je pense que contrairement à une large partie des élites, les Français ont compris cela. Ils sont conscients de la gravité de la situation, ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ils aspirent au sursaut, ils veulent retrouver la fierté d'une nation prospère, apaisée et influente. Ils attendent qu'on leur propose un chemin clair et déterminé. C'est tout le sens de mon projet.
Ce projet, c'est le seul qui se fonde sur un diagnostic sans concession. Et c'est le seul qui présente un ensemble de mesures à la fois ambitieuses et réalistes. Ces mesures sont reliées par une cohérence technique, évidemment, mais aussi philosophique. Les Français assument leur histoire, ils chérissent leur culture, ils sont fiers des valeurs de la République. On ne redressera pas notre pays en trahissant ces valeurs. C'est cette cohérence que je souhaite maintenant vous présenter. Je vous décrirai aussi la méthode que j'entends suivre, car elle fait partie des innovations que je propose aux Français. Mon programme tient en 3 objectifs: libérer, protéger, réconcilier. Qu'est-ce que j'entends par libérer? Mon projet valorise la liberté économique, mais il va très au-delà de l'économie. Je propose aux Français un nouveau cadre de vie en commun. Nous devons fermement assurer leur sécurité, nous devons défendre les valeurs auxquelles ils sont attachés et nous devons les rendre à nouveau fiers de leur pays. Mais rien de tout cela ne sera possible si nous ne retrouvons pas d'abord notre puissance économique. C'est pour cela que mon projet se distingue radicalement de celui de mes concurrents. En s'attaquant enfin aux vrais verrous qui paralysent notre économie, il ramènera la France vers des niveaux de croissance de 2% et plus pour permettre une réduction durable du chômage et de véritables créations de richesses. Par prudence, comme vous le constaterez dans les documents qui vous ont été remis, nous avons bâti notre trajectoire budgétaire sur la base d'hypothèses plus conservatrices. Mais la mise en œuvre de ce projet nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Contrairement aux caricatures, je ne propose donc pas de libérer les forces déchaînées d'un capitalisme sauvage obsédé par le profit. Je propose au contraire de permettre à chacun de déployer ses talents, de créer, d'innover sans être paralysé par des freins inutiles ou excessifs. Et pour cela, il y a une condition préalable, il faut rétablir la liberté d'entreprendre et la liberté de réussir, en faisant sauter les verrous à la reprise de l'activité économique et de l'emploi. C'est le sens de mes propositions en matière d'entrepreneuriat. Elles visent à atteindre en 10 ans une densité d'entreprises de taille moyenne à mi-chemin entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, soit quasiment doubler leur nombre actuel, ce qui permettra de créer 3,5 millions d'emplois. Pour parvenir à cet objectif, nous allons agir en profondeur sur l'environnement juridique et administratif des entreprises et de ceux qui entreprennent. D'abord, je propose d'alléger massivement les normes et les contraintes en les alignant sur les normes européennes sans ajouter d'obligations nouvelles. Je veux aussi faciliter le recours à l'auto-entrepreneuriat et créer le statut de prestataire indépendant pour que notre croissance soit beaucoup plus riche en emplois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Promouvoir la réussite et l'activité, c'est aussi simplifier le droit du travail, mettre fin aux 35 heures et réformer le dialogue social. Je veux notamment refonder le Code du travail autour d'une idée simple, n'y laisser que ce qui relève des normes sociales fondamentales et renvoyer le reste à la négociation. Et c'est rendre la fiscalité du capital moins punitive pour encourager l'investissement, notamment en mettant en place une flat tax à 30% sur les revenus du capital qui remettra la France dans la moyenne européenne. Je veux enfin baisser massivement les impôts et les charges sur les entreprises. Je propose un effort de 40 milliards d'euros qui entraînera un véritable choc de compétitivité et leur redonnera les moyens de se mesurer à la concurrence internationale. Pour financer ces baisses de charges et pour libérer notre économie, il faut aussi réformer notre sphère publique. Elle doit être un atout et pas un frein. Je compte augmenter le temps de travail de la fonction publique jusqu'à 39 heures, en relançant le dialogue social qui est au point mort depuis 5 ans et en mettant en place de véritables contreparties en termes de revenus, de perspectives de carrière et de motivation des agents publics. Les Français doivent pouvoir compter sur un État fort qui ne croule pas sous les déficits et qui est capable d'offrir à ses agents publics de réelles perspectives de carrière. Je veux faire 100 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques sur 5 ans et réduire de 500 000 le nombre d'emplois publics par le non-remplacement d'un départ sur 2. Cela représente une baisse de l'ordre de 8% sur le quinquennat, ce qui est tout à fait raisonnable.
Là encore, il s'agit de revenir vers la moyenne de nos voisins qui ne sont pas moins bien administrés que nous. Je veux inventer un nouvel État qui sera guidé par un principe de simplification. Pour chaque information, un seul canal. Pour chaque finalité, une seule procédure. Et pour chaque politique, un seul interlocuteur. Je veux, au sein de l'État, engager une véritable révolution du bon sens au service des citoyens comme au service des fonctionnaires. Mais le monde dans lequel nous vivons est complexe, il est mouvant, il est incroyablement créatif et instable. Et beaucoup de nos compatriotes se sentent fragilisés, voire menacés par cette globalisation et ces transformations incessantes. Mon projet vise donc aussi, et c'est le deuxième aspect, à assurer une meilleure protection des Français et des atouts de notre pays dans la compétition internationale. Sans cette protection, la liberté ne peut pas être assurée. La première priorité pour moi, c'est de garantir aux Français leur droit fondamental à la sécurité. C'est le sens de mes propositions consistant à recentrer l'État sur la sécurité, la justice, la lutte contre le terrorisme et la défense. Le rétablissement de notre outil de défense est une urgence absolue. Immédiatement après l'élection présidentielle, nous lancerons une revue stratégique en vue d'une nouvelle loi de programmation militaire qui sera adoptée au premier semestre 2018. Le budget de la défense augmentera dès 2018 avec pour priorité le renforcement des capacités opérationnelles. Et notre objectif est que le budget de la défense atteigne au moins 2% du PIB à la fin de la prochaine loi de programmation. En faisant de la défense une priorité d'action immédiate, nous permettrons à nos armées de retrouver tout de suite les moyens opérationnels nécessaires à l'exécution de leur mission. Nous améliorerons la condition sociale des militaires, qui a été injustement négligée, alors qu'elle doit exprimer la reconnaissance et l'appui de la nation à nos armées. Je souhaite aussi mettre fin au laxisme en matière de sécurité et d'autorité. Ce laxisme nuit en priorité aux plus démunis, aux habitants de ce qu'on appelle les quartiers, à tous ceux qui ont moins de moyens et moins de marge de manœuvre personnelle. L'ordre, le respect de la loi, l'autorité de l'État sont des valeurs sociales, des valeurs de la République. J'ai bien l'intention de les réhabiliter sans avoir à m'en excuser. Je veux notamment moderniser les moyens des forces de l'ordre en les déchargeant de leurs tâches bureaucratiques. Je compte renforcer et généraliser les polices municipales, moderniser la justice et relancer la construction de 16 000 places de prison. Je lutterai sans relâche contre le totalitarisme islamique. J'ai prévu des mesures fortes pour nous protéger du terrorisme et pour stopper la radicalisation de certains milieux sur notre territoire. Et je propose une relance volontariste de notre politique étrangère pour que la France retrouve une influence sur ces sujets à l'échelle internationale. Protéger les Français, c'est aussi leur redonner tout de suite du pouvoir d'achat. Mon projet intègre un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages. Tous les salariés bénéficieront immédiatement d'un allègement de charges sociales qui leur procurera un gain de 350 € et donc de 700 € pour les couples qui travaillent. Nous allons améliorer la situation financière des familles qui investissent pour notre avenir avec le relèvement du quotient familial et le rétablissement de l'universalité des allocations. Nous allons porter une attention particulière aux retraités les plus modestes. Je veux revaloriser les petites retraites et augmenter de 10% les petites pensions de réversion. Cela ne sera rendu possible que par l'augmentation progressive de l'âge de la retraite à 65 ans. Nous devons enfin veiller au sort des plus faibles et garantir que personne ne sera laissé au bord du chemin. C'est avec cette volonté que j'engagerai un plan pluriannuel de lutte contre la grande pauvreté. Au-delà de ces politiques nationales, la protection des intérêts français passe aussi par une relance du projet européen en le recentrant sur ses missions prioritaires. Je souhaite que la France reprenne l'initiative pour que l'Europe se défende efficacement dans la guerre économique et assure une protection efficace contre toutes les menaces à nos frontières. La relance de l'Europe se fera par un nouvel élan donné à la relation franco-allemande. Je proposerai des actions concrètes pour donner une nouvelle vie à notre couple après les années d'atermoiement de François Hollande. Mais je veux aussi engager une véritable stratégie industrielle
pour permettre à la France de rester une puissance économique et industrielle de premier rang, notamment dans les domaines d'avenir. J'assume ainsi une forme de patriotisme économique, renouvelé et modernisé. Il ne s'agit pas de protectionnisme, mais de défense et de promotion de nos intérêts dans le respect de la réciprocité. Toutes les grandes puissances ont cette volonté et j'estime que nous devons lutter à armes égales. Il n'est pas normal que dans certains de nos secteurs d'excellence industrielle, comme la défense ou les équipements de transport, le marché européen soit ouvert à tous, alors que les grands marchés nord-américains ou asiatiques sont fermés à nos entreprises. Je me battrai donc pour que l'Europe s'attaque enfin à ces déséquilibres, avec une volonté politique dont elle a souvent manqué, en tout cas jusqu'à présent. Ma politique industrielle ne se limitera pas à la baisse des impôts et à la libération du droit du travail. Je veux que notre pays se donne les moyens de protéger sa souveraineté économique et qu'il assume des objectifs de puissance. Il n'y a pas de grande puissance dans le monde qui ne soit pas industrielle. Or, nous vivons une nouvelle révolution industrielle avec le numérique, dont les effets exponentiels se diffusent dans tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale. À nous d'entrer pleinement dans cette révolution, car nous en sommes capables, et nous sommes capables d'être un leader de ce secteur. Mon programme contient un ensemble de mesures fortes pour développer les filières de demain. Il faut d'abord éviter de nous faire imposer des normes ou des acteurs extérieurs, et nous devons tout faire pour garder nos talents, nos idées et nos technologies, au lieu de les laisser fuir à l'étranger. Je pense en particulier à des sujets comme le véhicule électrique, les énergies vertes, l'intelligence artificielle, le big data, l'open data, la blockchain, les objets connectés ou encore l'e-santé. Dans tous ces secteurs, nous avons des atouts considérables. Il n'y a aucune raison de les négliger ou de les brader. Je veux qu'ils puissent se développer efficacement. Ils contribueront au redressement et à l'avenir de notre pays. Je veux qu'ainsi nous préparions les Airbus de demain dans les nouvelles technologies. Enfin, le troisième axe de mon projet, c'est la réconciliation. Nous sentons tous que quelque chose est en train de se briser dans le lien social, dans notre solidarité nationale. Les Français ont aujourd'hui besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Mes propositions vont dans ce sens. Dans tous les domaines, elles introduisent plus de solidarité, plus de dialogue et de coopération entre les acteurs. Partout, je veux recréer du lien social, je veux substituer au rapport de tension des logiques partenariales. C'est le cas, par exemple, entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. La relance massive de l'apprentissage et de l'alternance que je propose permettra de retisser ce lien rompu entre des institutions qui ont tout intérêt à travailler ensemble. De même, en voulant refonder l'école, j'ai l'intention de réconcilier les Français avec cette institution qui est la plus noble de la République et qui a été négligée ces dernières années. Je souhaite la refocaliser sur ses missions fondamentales, apprendre à lire, écrire, compter, connaître l'histoire de notre pays et ses valeurs civiques, apprendre un métier, apprendre le respect et la fraternité. La laïcité est un autre pilier de notre République autour duquel les Français doivent se rassembler. Elle est aujourd'hui affaiblie alors qu'elle est fondamentalement une valeur de réconciliation. Je serai intraitable avec l'islam radical et l'antisémitisme. Mon projet comprend des actions fortes, comme le strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Réconcilier, c'est aussi une nécessité entre le monde agricole et la grande distribution, avec un dialogue qui doit être plus équilibré et plus équitable. Réconcilier et relancer le dialogue, c'est aussi ce que je propose entre les pouvoirs publics et le monde associatif, sur les domaines de priorité nationale que sont le handicap ou la grande pauvreté. Les pouvoirs publics n'ont pas la science infuse, ils doivent mieux prendre en compte la voix des acteurs de terrain, de ceux qui s'engagent au service de causes qu'ils connaissent mieux que quiconque. Je veux aussi rassembler les acteurs locaux, les entreprises, le monde de la recherche en matière de valorisation de nos atouts naturels, d'économie verte, de développement des territoires. Si nous voulons réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec leur avenir, il faut que la préservation de l'environnement et le développement durable soient au centre de nos préoccupations. Un exemple parmi beaucoup d'autres en matière d'économie maritime, je souhaite créer une alliance pour la croissance bleue sur le modèle de l'Alliance Industrie du futur.
Elle réunira les représentants des secteurs économiques, les acteurs scientifiques et académiques et les collectivités territoriales. Elle sera chargée de construire avec l'État la stratégie de croissance bleue et d'assurer son déploiement en consolidant les secteurs économiques maritimes traditionnels. La dépendance est un autre sujet sur lequel la coopération entre les acteurs doit être encouragée. Ce sera le cas entre les familles et les personnes âgées et dépendantes, avec la généralisation des services à la personne. Pour en faire un nouveau modèle économique, j'ai prévu plusieurs mesures qui favoriseront la prévention et le maintien à domicile. Par exemple, je propose de créer des moniteurs de services sur le modèle des care management japonais, suédois ou canadiens, chargés d'informer les personnes âgées et leurs familles, de coordonner la prise en charge et de contrôler la qualité des services. Je propose aussi de lancer un plan de professionnalisation des aides à domicile, intégrant le développement des nouvelles technologies et la recherche d'une efficacité accrue des services. Mesdames et messieurs, libérer, protéger, réconcilier, ces trois objectifs forment un projet ambitieux. Il ne pourra réussir que s'il est mis en œuvre avec méthode et avec détermination. Les premières semaines et les premiers mois seront cruciaux. Je ne perdrai pas de temps. Je mettrai en œuvre ce que les Français auront choisi. Je ne laisserai pas les lobbies, les intérêts catégoriels, les corporatismes et les conservatismes freiner ce mouvement qui aura été décidé de manière démocratique. Dans la foulée de l'élection présidentielle, la vie publique sera profondément réformée. Nous la mettrons au niveau des meilleurs standards internationaux. Je constituerai un gouvernement restreint avec 15 membres au total. Les ministres seront choisis sur un critère exclusif, celui de la compétence. Les effectifs des cabinets seront limités à 10 personnes. Les ministres signeront un code de conduite des membres du gouvernement. Ce code garantira notamment la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics. Les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. Leur action fera l'objet d'un suivi qui sera publié. Les ministres qui n'atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas au gouvernement. L'État n'est pas une entreprise, mais il n'est pas interdit de s'inspirer des techniques managériales qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le monde entier. Nous engagerons aussi, dans le respect de la séparation des pouvoirs, un processus associant étroitement les parlementaires en vue de la modernisation de leur statut et de celui de leurs collaborateurs. Dans les 3 mois suivant l'élection, nous adopterons les grandes réformes économiques autour de 4 axes principaux. D'abord, nous engagerons un vaste plan pour alléger les contraintes et lever les freins à l'embauche et à l'activité. Il intégrera notamment la réforme du droit du travail, la suppression des 35 heures et du compte pénibilité. Deuxièmement, nous rétablirons la compétitivité des entreprises par la baisse des charges, la réforme de la fiscalité du capital et la réforme des retraites. Troisièmement, nous stimulerons le pouvoir d'achat des Français, notamment par le forfait de charges salariales, par l'augmentation des petites retraites et le relèvement du quotient familial. Enfin, quatrièmement, nous lancerons un grand mouvement de baisse des dépenses publiques et de simplification des procédures administratives. Au-delà de ces initiatives de court terme, nous aurons engagé, avant la fin de l'année 2017, 3 démarches de fond. Nous aurons lancé un ensemble de grands programmes prioritaires en matière de handicap et de grande pauvreté. Nous aurons adopté des plans d'action en matière de justice et de sécurité, ainsi que la revue stratégique en matière de défense. Et nous aurons activé une initiative européenne globale pour consolider la zone euro, pour rétablir une réciprocité véritable en matière commerciale et pour renforcer la sécurité aux frontières communautaires. Mesdames et messieurs, avant la fin de l'année, la France sera entrée dans une nouvelle époque. Notre action sera massive, puissante, méthodique. Dans tous les domaines, j'irai plus loin que ce que proposent les autres candidats à la présidentielle, toujours séduits par les demi-mesures ou par les propositions folles. Notre action permettra de rétablir de manière immédiate la confiance qui s'est évaporée au fil des ans. Dès les premières semaines, chaque Français verra que quelque chose d'inédit est en train de se produire. Chaque observateur étranger comprendra que le redressement de la France est enfin enclenché. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. On vous a distribué mon projet pour la France et vous avez ici à droite
Comment? On ne vous l'a pas distribué, mais on va vous le distribuer alors. Et vous avez ici à droite tous ces auteurs qui sont, le cas échéant, prêts à m'assister dans la réponse aux questions que vous allez me poser. Qui est-ce qui distribue le micro? Oui, bonjour. RFI, Christophe Boisbouvier. Vous dites souvent, Monsieur Fillon, qu'en politique étrangère, vous venez de parler de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'État islamique oblige à s'allier à des partenaires qui ne sont pas toujours des modèles de démocratie. Vous pensez notamment à la Russie. Là, je pense à la Turquie. Si on avait interdit au ministre turc des Affaires étrangères de venir faire meeting en France, est-ce qu'on n'aurait pas pris le risque de braquer un allié fondamental dans la lutte contre l'État islamique? On est un petit peu éloigné du programme, mais je vais quand même y répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale. D'abord, oui, il faut parler avec tout le monde. Il faut parler avec la Turquie, il faut parler avec la Russie, il faut parler avec l'Iran, il faut parler avec l'Arabie Saoudite, sinon on n'a aucune chance de lutter de manière efficace contre le totalitarisme islamique, qui n'est pas seulement l'État islamique, mais qui est une forme de totalitarisme qui est en train de s'étendre quasiment du Pakistan jusqu'à l'Afrique occidentale. Mais ça n'empêche pas que face à un événement particulièrement scandaleux, qui est l'attitude du gouvernement turc à l'égard de l'Allemagne et des Pays-Bas, nous devions avoir une réponse solidaire. Voilà. On n'est pas obligé de rompre, il ne s'agit pas de rompre les relations avec la Turquie, il s'agit de dire à la Turquie qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées et que la venue d'un ministre turc dans ce contexte-là, après les incidents qui se sont produits dans d'autres pays européens et après les propos inacceptables, intolérables tenus par le gouvernement turc, nous aurions dû faire preuve, par solidarité avec les autres Européens, d'une attitude ferme à l'égard du gouvernement turc. Monsieur Fillon, bonjour. Michel Urvois, Ouest France. Quand on regarde votre projet, on s'aperçoit qu'un certain nombre de choses coûtent, et ce sont les premières choses, et qu'un certain nombre de choses rapportent éventuellement, mais dans un second temps. Est-ce que ça veut dire que vous passez par une phase de déficit accru? Est-ce que vous ne craignez pas que la hausse des taux vienne fragiliser vos équilibres? Et est-ce que ça ne complique pas votre relation dans un débat de confiance avec l'Allemagne? La hausse des taux est une menace. Et c'est une menace qui justifie le projet que je propose et qui, justement, invalide les projets de mes concurrents. Les projets qui ne comportent pas d'efforts puissants de réduction de la dépense publique et de réorganisation de notre économie sont des projets qui ne permettront pas de lutter contre une hausse de taux. La hausse des taux compliquera la mise en œuvre de mon projet, elle compliquera la mise en œuvre de tous les projets, mais encore faut-il que ces projets soient de nature à améliorer les performances économiques de notre pays et à réduire sa dépendance financière. S'agissant des déficits, nous allons hériter d'un déficit plus important que celui qui a été annoncé par le gouvernement. Je l'estime autour de 3-4 pour cette année, et si rien n'était fait, en augmentation en 2018. Car le gouvernement de M. Hollande a savamment distillé des dépenses reportées à 2018, de manière à présenter un projet de budget ou un budget 2017 plus acceptable, mais qui est en réalité en trompe-l'œil. Donc je prends en compte cette situation. J'accepte l'idée qu'il y ait une petite augmentation du déficit en 2017, que nous soyons encore en dessous de 3% en 2018 pour passer en dessous de 3% en 2019. C'est un sujet qui ne fera pas l'objet de difficultés avec nos voisins européens si nous sommes dans une perspective de réforme structurelle. Si nous ne sommes pas dans une perspective de réforme structurelle, ça veut dire en réalité que les déficits ne seront pas contenus, ce qui a été le cas pendant ce quinquennat. Des discussions que j'ai pu avoir avec la chancelière allemande il y a quelques semaines, je retire que la préoccupation principale de nos voisins allemands, c'est de voir la France se redresser sur le plan de la croissance, sur le plan de la force de son économie,
parce que seule la croissance et l'amélioration de l'économie française permettra d'améliorer la situation financière. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que mon projet est le seul qui aboutit à l'équilibre des finances publiques à l'issue du quinquennat. Le projet, disons, le plus proche du mien n'aboutit pas à l'équilibre des finances publiques. Il continue à enregistrer un déficit, certes plus faible. Tant que nous n'atteindrons pas l'équilibre des finances publiques, nous n'enclencherons pas sérieusement la baisse de la dette et donc nous ne commencerons pas à résoudre la question principale qui est le poids de la dette sur l'économie française et sur la tête de nos enfants. Monsieur Fillon, Claire Fournier pour CNBC, c'est une question que se pose beaucoup la presse étrangère. Comment est-ce que vous pouvez porter ce projet avec des réformes ambitieuses qui demandent, quoi que vous en disiez, des efforts aux Français, alors que vous n'êtes pas vous-même irréprochable? Est-ce que vous êtes audible? D'abord, la première, vous dites des efforts, je maintiens que ce projet ne demande pas d'efforts. Il demande à chacun, il donne des perspectives et il vise à donner de l'emploi à tout le monde. Voilà. Et en continuant inlassablement à répéter que ce projet demande des efforts alors que les autres n'en demanderaient pas, vous contribuez, c'est un vous collectif, à entretenir une illusion. Vous croyez que les gens qui sont au chômage aujourd'hui ne sont pas confrontés à des efforts? Et vous pensez que la pauvreté qui augmente dans notre pays, c'est pas un effort inacceptable qui est demandé à une grande partie de la population française? Donc oui, si on veut redresser les comptes publics, il faut que l'ensemble des fonctionnaires acceptent de travailler un peu plus, surtout pour avoir eux-mêmes des perspectives de salaire et des perspectives de carrière. Quant à la deuxième partie de votre question, il n'y a qu'une seule chose qui existe en démocratie, madame, c'est la volonté du peuple. Donc les Français, c'est eux qui choisiront. C'est eux qui se détermineront. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas je ne sais quels observateurs, c'est les Français. Et c'est le suffrage universel qui donne le pouvoir aux gouvernants d'agir. Seulement le suffrage universel. Et c'est donc devant le suffrage universel que je suis debout. Monsieur Fillon, Louis Osalter de Marianne. Pendant la campagne de la primaire, vous vous placiez dans l'idée d'un mandat unique. Est-ce que vous êtes toujours dans cette idée-là? Est-ce que vous en faites un engagement de campagne, ne pas se représenter devant les électeurs si vous êtes élu président de la République? J'ai toujours dit, qu'il ne fallait pas graver dans le marbre de la Constitution cette proposition. Je pense que ce serait dangereux. Je pense que la Constitution doit pouvoir, et les institutions doivent pouvoir s'adapter à des situations différentes. Et j'ai toujours dit que personnellement, j'étais dans l'esprit de ne me présenter qu'à un seul mandat, parce que je voulais jeter toutes les forces dans la bataille, permettre le redressement national, et je réitère devant vous cet engagement. Bonjour Monsieur Fillon, Jérémy Brossard, BFM TV. Vous étiez engagé il y a quelques mois à dévoiler le nom du Premier ministre et des ministres qui seront en charge de mettre en œuvre le programme que vous venez de détailler. Il semble que ce ne soit plus d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Merci. Oui, pour une raison très simple, c'est que ça fait un mois que la campagne présidentielle est polluée par des polémiques qui n'ont pas de raison d'être, en tout cas qui n'ont pas de raison de prendre la dimension qu'elles ont prise. Ces polémiques ont conduit à des crises successives, y compris au sein de ma propre famille politique. J'ai entrepris, après un soutien populaire massif, de retisser ces liens entre chacun des membres de ma famille politique, tous ceux qui représentent la droite et le centre. Vous voyez que le temps s'est écoulé. Il reste 6 semaines avant l'élection présidentielle. Ces 6 semaines, elles vont être employées à fond, d'abord au retissage de ces liens et à la campagne vis-à-vis des Français. Et donc, dans ces conditions, je ne suis pas en mesure de présenter une équipe gouvernementale comme j'aurais aimé le faire, dans un climat plus serein, beaucoup plus tôt, avec cette idée que les membres du gouvernement doivent en tout cas, sinon être désignés à l'avance, il n'en est pas question, parce qu'il y a des élections législatives, il y a un processus démocratique, mais au moins qu'il y ait une sorte de shadow cabinet avec des hommes et des femmes dont on sait qui portent les projets qui seront mis en œuvre. Ce shadow cabinet, il existe, il est ici. Ce sont tous ceux qui ont travaillé à ce projet, mais pour des raisons évidentes de solidarité, d'apaisement des conflits au sein de ma propre famille politique, je n'irai pas jusqu'à désigner à l'avance les membres d'équipes gouvernementales.
Bonjour, Camille Collin pour LCI. Une question sur les centristes qui vous ont appelé la semaine dernière à des initiatives de rassemblement. Est-ce qu'il y a les centristes à l'UDI, est-ce qu'il y a des initiatives de rassemblement dans ce projet que vous présentez ce matin? Ce projet, il a fait l'objet d'une discussion avec l'UDI depuis plusieurs semaines. Et beaucoup des amendements, des propositions que l'UDI ont formulées ont été reprises dans ce projet. Il y a quelques différences qui subsistent entre nous, c'est normal, puisque nous ne sommes pas centristes. Il y a des centristes, il y a les républicains, et nous allons aller ensemble à la bataille à la fois pour la présidentielle et pour les législatives, avec quelques différences. Elles sont assez faibles, et ce projet reprend très largement l'esprit du programme qui était celui de l'UDI. J'ajoute que nous avons achevé la négociation entre l'UDI et les Républicains sur les investitures pour les élections législatives. Donc nous sommes parfaitement prêts à affronter le suffrage universel et à gouverner ensemble. Je vais peut-être juste profiter de l'occasion que vous me donnez pour préciser une formule que j'ai utilisée lors du discours du Trocadéro et qui manifestement a choqué nos amis centristes. J'ai parlé, m'adressant à M. Macron et à ses amis, de socialo-centristes. Je voulais naturellement désigner les amis de M. Macron et de M. Bayrou, et pas ceux de l'UDI. Et donc, si ces amis de l'UDI ont mal pris cette formule, je leur fournis cette explication en leur indiquant qu'elle ne s'appliquait pas à eux. Bonjour, Yohann Usaï pour CNews. Le troisième axe de votre projet est la réconciliation. Comment comptez-vous réconcilier les Français entre eux alors que votre propre famille politique est aujourd'hui elle-même très divisée? On va réconcilier les Français en leur proposant un projet de croissance, un projet qui permet d'atteindre le plein emploi, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat et qui permet d'introduire surtout de la liberté et de la confiance dans une société qui est au contraire aujourd'hui une société de bureaucratie et de défiance. Voilà, donc c'est pas une question de comment dirais-je, de débat politicien, c'est le fond qui compte. C'est la manière dont on va proposer aux Français un nouveau contrat. Quand j'ai préparé ce projet, je l'ai préparé en faisant le tour de France dans tous les sens, et j'ai ressenti, j'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, cette aspiration des Français à plus de liberté et à plus de confiance. Et honnêtement, ce n'est pas une aspiration des chefs d'entreprise, ce n'est pas une aspiration du monde économique, c'est une aspiration de toutes les catégories de Français. Toutes les catégories de Français souffrent aujourd'hui de la bureaucratie, de l'excès de réglementation et de la défiance. Le dernier exemple en date, c'est le débat avec les collectivités locales. Au lieu de contraindre en permanence les collectivités locales pour essayer de les forcer à atteindre des objectifs qui finalement ne sont jamais atteints, et ça dure depuis 20 ans, eh bien, je propose aujourd'hui de passer un pacte de confiance avec les collectivités locales, de laisser de la liberté au territoire pour s'organiser comme ils l'entendent, d'accepter qu'il y ait des expérimentations de conduite, d'accepter qu'il y ait une forme d'organisation du territoire qui puisse être différente d'un territoire à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on va réconcilier les Français entre eux. C'est en leur laissant plus de liberté, en passant des contrats avec des objectifs, en n'étant pas en permanence sur leur dos pour vérifier que ces contrats sont respectés et ces objectifs sont atteints, jusqu'au moment où, naturellement, il faut tirer les bilans et remettre les choses en ordre. Bonjour Monsieur Fillon, Bruno Dive au Journal Sud-Ouest. Vous n'avez pas parlé dans votre propos liminaire de la hausse de 2 points de TVA et de la suppression de l'impôt sur la fortune. En revanche, je vois que ça figure dans le cahier explicatif. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne fait malgré tout plus partie de vos priorités? Bien sûr que si. C'est un des moyens de financer l'augmentation de pouvoir d'achat proposée par la baisse des charges sociales. Et je comprends que naturellement, jusqu'à la fin de la campagne, avec beaucoup d'acharnement, vous allez continuer à mettre en avant ISF, TVA, alors qu'en réalité, ce qu'il faut mettre en correspondance, c'est la baisse des charges et l'augmentation de la TVA. Je vous rappelle que la proposition que je fais, c'est ce qu'on appelle la TVA sociale, c'est-à-dire le transfert vers la TVA d'une partie du financement de la protection sociale. Un autre candidat propose de transférer cette protection sociale vers la CSG. Je pense que c'est une très mauvaise décision qui d'ailleurs impacte un beaucoup plus grand nombre de personnes et qui n'est pas liée à la consommation. Donc
j'aimerais aussi, à ce moment-là, vous entendre parler des réformes de l'ISF proposées par ce candidat versus la hausse de la CSG. J'entends jamais ce discours. C'est trop simple de dire on va baisser la fiscalité de l'investissement et on va augmenter la TVA. Non, on va augmenter la TVA pour permettre de baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Ça a deux avantages. Le premier, c'est de taxer les importations, de faire en sorte que les importations, qui sont massives dans notre pays, participent au financement de la protection sociale. Et la deuxième force, elle consiste à donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés. Et donc à permettre une augmentation nette du salaire. J'ai évoqué tout à l'heure le chiffre de 350 €, 700 € pour un couple. C'est beaucoup plus, par exemple, que les réformes de l'impôt sur le revenu qui avaient été évoquées par certains candidats. Oui, bonjour. Vous avez parlé de donner un nouvel élan à la relation franco-allemande. Il se trouve que la chancelière Merkel, habituellement, en tant que chef de la CDU, apporte son soutien aux candidats de la droite en France. Elle l'a fait en 2012. Et là, on apprend qu'elle reçoit jeudi le socialo-centriste Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas essayé de la convaincre que c'était une mauvaise idée? Non, parce que je considère qu'un chef d'État doit recevoir les candidats à l'élection, les principaux candidats à l'élection présidentielle. Il nous est arrivé nous-mêmes dans le passé de nous voir interdire l'accès de certains premiers ministres en Europe parce que le gouvernement français avait tout fait pour l'éviter. Je pense que ce n'est pas démocratique. Voilà, c'est parfaitement normal que la chancelière allemande rencontre les candidats à l'élection présidentielle. Mais je sais ce qu'elle pense. Je sais de quel côté balance son cœur. Je sais quel est son projet économique et politique et il est en concordance avec le mien. Levine, agence polonaise de presse PAP. Vous parlez de vos projets européens dans votre programme. Que pensez-vous de l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses? Le projet européen que je propose, il consiste justement à s'appuyer sur quelques priorités pour relancer un espoir pour une construction européenne qui est en panne. L'Europe, aujourd'hui, est en danger. Un État très important l'a quitté. D'autres États peuvent suivre le même chemin. Les extrémistes sont au bord du pouvoir dans plusieurs pays, y compris le nôtre. Et on voit chaque jour les peuples se détourner de ce projet européen. Donc il y a urgence à proposer un nouvel espoir européen. Ce nouvel espoir, pour moi, il passe par la mise en commun par les États qu'ils souhaitent de 4 ou 5 priorités. La première priorité, c'est la zone euro, c'est la monnaie européenne. Ce que je propose, c'est que se mette en place un gouvernement économique de la zone euro, non pas composé de ministres des Finances, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, mais composé des chefs d'État et de gouvernement, pour donner toute la puissance nécessaire à ce gouvernement économique. Je veux que ce gouvernement économique se dote d'un secrétariat distinct de la Commission, et qu'il mette en œuvre un agenda d'harmonisation fiscale. Je pense qu'en 5 ans, on peut harmoniser la fiscalité des entreprises sur la zone euro et se fixer un objectif de plus long terme pour la fiscalité des ménages. Quel serait l'avantage de cette politique? Faire de la monnaie européenne un instrument d'indépendance et de souveraineté qui nous permette de résister à la fois au dollar et demain à la monnaie chinoise et à l'influence asiatique. L'Europe ne peut pas rester une forme de nain politique monétaire dans un monde où la compétition entre les États-Unis et l'Asie va devenir de plus en plus difficile. La deuxième priorité que je propose, c'est les frontières. On a besoin de frontières défendues, on a besoin de frontières qui soient des vraies frontières. Sinon, d'autres pays quitteront l'Union européenne ou d'autres pays réclameront le contrôle de leurs propres frontières et ça sera la fin de la libre circulation en Europe. Je propose donc qu'on fixe un cahier des charges des frontières européennes et que les pays qui sont capables de respecter ce cahier des charges adhèrent au fond à ce qui sera le nouveau traité de Schengen. La troisième priorité que je propose, c'est la défense. On voit chaque jour que notre sécurité est menacée, qu'elle est menacée d'une manière différente de par le passé. La menace principale, c'est celle que j'appelle le totalitarisme islamique, qui n'est pas seulement une menace terroriste.
Face à cette menace, nous ne sommes pas protégés par l'Alliance Atlantique. En tout cas, elle n'est pas destinée à cela, elle n'est pas organisée pour cela. Donc on a besoin d'une solidarité européenne, on a besoin d'une alliance européenne en matière de défense. C'est la troisième proposition. Et la quatrième proposition que je fais, c'est une politique ambitieuse en matière de développement du numérique, puisque c'est le levier de la croissance de demain. Il faut que les pays européens, en tout cas ceux qui l'acceptent, et ceux qui ont cette ambition, se mettent d'accord sur des règles communes en termes de fiscalité, en termes de normes, en termes de soutien à l'innovation, à la recherche, à l'investissement, de façon à ce que l'Europe ne soit pas sous la domination des États-Unis pour les services et de l'Asie pour les matériels et ce qu'on appelle le hardware. Donc c'est une vraie nécessité. Il y a un vrai danger de voir l'Europe décrocher sur ces sujets. Et je pense que ces 4 priorités-là permettraient de redonner un sens à un projet européen ambitieux et qui ne vienne pas en permanence heurter les nations dans ce qu'elles ont de plus fondamental et dans leur liberté. Oui, Thomas Hanke du Handelsblatt. D'abord, mes félicitations. Vous savez beaucoup de choses sur Mme Merkel, même de quel côté penche son cœur. Nous, on l'ignore. Pour revenir vers des sujets un peu plus austères, la politique budgétaire, malheureusement, ce n'est pas Mme Merkel qui décide les règles européennes, c'est la Commission européenne et l'ECOFIN. Et on se demande comment vous voulez recréer la confiance. Si vous faites un peu comme Sarkozy en 2007, vous arrivez et vous dites le respect des règles budgétaires, c'est pour les petits pays, mais pas pour la France. D'abord, ce discours ne tient pas la route une seule minute parce que le gouvernement actuel ne respecte pas les règles budgétaires. Il a dissimulé les comptes, il a reporté sur 2018 des dépenses qui sont des dépenses effectuées en 2016 ou en 2017. Et donc, la situation actuelle de la France ne correspond pas aux engagements qui ont été pris. Et la politique que je conduirai va amener à l'équilibre des comptes. Si ce n'est pas l'objectif que poursuivent l'ensemble des acteurs de la zone euro, je ne sais pas quel objectif ils doivent poursuivre. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de réduction possible du déficit et durable sans des réformes structurelles. Et c'est bien tout le problème de ce qui s'est passé en 2007. En 2007, vous avez raison, on a lancé un certain nombre de réformes structurelles. On s'est heurté rapidement à la crise financière et une partie de cet effort de réforme a été brisée dans son élan par la crise financière. Il ne faut pas recommencer. Et il faut qu'entre le 1er juillet 2017 et la fin du mois d'octobre, les 3 grandes réformes que j'ai évoquées tout à l'heure soient votées. Et à ce moment-là, ma conviction est que le débat sera beaucoup plus facile avec nos amis européens. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour, Alexandre Sulzer de l'Express. Vous dites que la compétence sera le seul critère pour la formation du gouvernement. Est-ce que vous ne prenez aucun engagement concernant la parité? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous confirmez l'intégration de Charles Millon à l'organigramme de campagne? Merci. Alors, franchement, c'est une drôle de question que vous posez, parce que ça supposerait que les femmes ne sont pas compétentes, c'est ça que vous vouliez dire? Bien sûr qu'il y aura de parité, je l'ai répété inlassablement, le gouvernement sera paritaire. Je veux d'ailleurs faire remarquer que le premier gouvernement que j'avais composé en 2007 était strictement paritaire et qu'il était composé de 15 ministres. Sur la deuxième question, je ne confirme pas l'intégration de Charles Millon à l'organigramme de campagne. Je parle avec tout le monde, je parle avec Charles Millon comme je parle avec les hommes et les femmes qui sont au centre-gauche dans la majorité que j'essaye de constituer, mais Charles Millon n'a jamais fait partie de l'organigramme de campagne. Jamais. C'est intéressant d'ailleurs pour ceux qui, hier dans une émission, ont prétendu le contraire. Oui. Hervé Favre, La Voix du Nord. Une question sur l'Europe. Effectivement, l'opinion qui se détourne du projet européen, ça tient notamment au phénomène des délocalisations et des travailleurs détachés. Un cas concret dans notre région, une usine Whirlpool qui est délocalisée en Pologne. Que ferait le président François Fillon face à cette situation? Et sur la circulaire des travailleurs détachés, vous demandez à ce qu'elle soit renégociée et qu'en fait le travailleur détaché ne coûte pas moins cher que le travailleur français. Comment vous y prenez pour faire admettre ça à vos partenaires?
Sur le premier sujet, la première condition, c'est d'améliorer notre compétitivité. Voilà, c'est pas avec des mesures autoritaires, l'interdiction des délocalisations, la fermeture des frontières, que nous allons résoudre la question des délocalisations. Il y a eu un certain nombre d'exemples ces dernières années de décisions autoritaires des gouvernements, de coups de menton et d'actions volontaristes. À la fin, c'est toujours l'industrie qui perd des parts de marché en France par rapport aux autres pays européens. Donc la priorité, c'est bien de redonner à l'industrie française de la compétitivité. Si vous baissez les charges, si vous réduisez le poids des contraintes et des normes qui pèsent sur l'industrie, et si vous redonnez des capacités d'investissement aux investisseurs français, vous réduisez le risque de délocalisation. Et j'ajoute qu'il y a aujourd'hui, compte tenu des nouvelles technologies, compte tenu de l'automatisation, compte tenu du développement de technologies qui permettent de gagner en compétitivité, il y a beaucoup de raisons de relocaliser des activités industrielles sur notre territoire, à condition que la fiscalité soit raisonnable, à condition qu'on puisse investir, et à condition que ceux qui puissent investir puissent en tirer quelques bénéfices, sinon naturellement ils préféreront aller investir ailleurs, et notamment en Pologne, comme vous le disiez à l'instant. Sur le deuxième sujet, c'est un sujet sur lequel je serai absolument intraitable. Moi, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir sur le territoire européen des travailleurs détachés qui ne paient pas au fonds de charge sociale correspondant au niveau du pays dans lequel ils travaillent. Ce que je veux, ce que j'ai d'ailleurs indiqué à plusieurs de nos partenaires européens, c'est que le coût d'un travailleur détaché corresponde dans chaque pays au coût moyen du travail. Alors vous allez me dire, il y a une question technique à résoudre, c'est que ces travailleurs détachés ne peuvent pas payer des charges pour des systèmes sociaux dont ils ne profiteront pas. Eh bien, à ce moment-là, il faut créer au niveau européen un dispositif auquel ces travailleurs ou les entreprises qui les emploient devront payer ces charges, et ce dispositif pourra être utilisé pour venir en soutien au plan social à des pays qui sont des pays plus défavorisés. Mais il n'est pas acceptable, il n'est pas possible de continuer à accepter qu'il y ait une telle différence de coût du travail entre les travailleurs détachés et les travailleurs français et les travailleurs des autres pays européens. C'est une raison de la colère des peuples. C'est aussi un dispositif qui vient affaiblir les entreprises, leur organisation. Et donc, pour ma part, je serai tout à fait intransigeant sur ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renégocier cette directive. Alors, sa renégociation est en cours. Il y a un projet qui est sur la table qui est mieux, qui est meilleur que le projet que la situation actuelle, mais qui ne va pas suffisamment loin. Et donc, moi, je continuerai à exiger la renégociation jusqu'au bout de cette directive. Et j'ai indiqué que j'étais prêt, sur un sujet comme celui-là, à engager une épreuve de force avec ceux qui ne veulent pas bouger les choses, parce que je pense que ce n'est pas seulement l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe tout entière que de mettre un terme à ce qui est une forme de dumping social. Bonjour, Greg Viscusi, l'agence Bloomberg. Quelle sera votre stratégie pour mettre derrière vous toutes ces affaires qui, jusqu'à maintenant, ont dominé la campagne? Le suffrage universel, monsieur. Voilà, c'est la seule réponse, le suffrage universel. Et ça me donne une bonne occasion pour vous remercier et mettre un terme et conclure cette conférence de presse. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez suivi en direct sur Public Sénat la conférence de presse de François Fillon, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, qui vient donc de détailler, de présenter son projet pour la France. Nous allons bien sûr l'analyser avec nos 4 invités, toujours présents en plateau. Philippe Moreau-Chevrolet, je commence par vous. François Fillon, qui tout au long de cette conférence de presse a affiché sa détermination. Oui, il a bien rappelé que son échéance à lui, c'était l'élection, c'était le suffrage universel. Il est dans un couloir maintenant pour ne plus parler que de ça. Il a développé son programme. C'est le même exercice auquel s'était livré Emmanuel Macron il y a déjà une semaine. C'est un exercice assez convenu. Les discours ne sont pas très passionnants. Par contre, on voit un vrai discours de droite avec des fondamentaux qui est de bien cibler le premier tour. On va parler aux fonctionnaires, on va parler des fonctionnaires pour dire à l'électorat de droite qu'on va les mettre au travail. En gros, c'est un petit peu ça. On va parler de sécurité, on va parler de totalitarisme
terrorisme islamique. On va parler de quotient familial, on va parler de tous les fondamentaux de la droite. On est vraiment dans une optique de premier tour. Il est plutôt assez calme, assez pondéré, François Fillon, y compris dans sa gestion de la presse. Finalement, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Comme pour Macron, les questions en conférence de presse n'ont pas été trop blessantes, donc il s'en est bien sorti. Revenir aux fondamentaux, Olivier Roucan, un des aspects de cette conférence de presse, c'était aussi que François Fillon a tenu un discours de vérité. Et ça, c'était un de ses fondamentaux pendant la primaire. Oui, enfin de vérité, mais un peu, si vous voulez, lissé, parce qu'on a un François Fillon qui ne veut pas choquer, il ne veut plus être dans la rupture, donc il veut apaiser, c'est le troisième point, apaiser les relations entre les Français, apaiser sa campagne, j'allais presque dire, aussi. Ensuite, libérer et protéger. Alors, libérer, on voit bien qu'il a l'idée de concurrencer vivement Emmanuel Macron, notamment auprès des auto-entrepreneurs, des professions indépendantes, à qui il donne quelques gages de bonne conduite, de bonne gouvernance. Et puis protéger, là, c'est la concurrence vis-à-vis du Front National qui place en deux, finalement, puisque la sécurité, l'antiterrorisme est venu en second point. L'idée, c'est que, exercice convenu, certes, mais peut-être émollient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dynamisme fort qui sort de cet exercice, et c'est peut-être ce qui pourrait être ici ou là commenté, voire reproché à François Fillon, parce que l'idée, c'est quand même maintenant pour lui d'enrayer une nouvelle dynamique de campagne, après les affaires, de tourner cette page, et pour ça, il faut qu'on sorte de François Fillon en position de force et très dynamique. Or là, franchement, c'était assez convenu, encore une fois, et assez en retrait même. Avant de continuer à l'analyse de ce discours de François Fillon, on va faire un premier détour par le QG du candidat. On retrouve Tam Tranui. Tam, vous êtes en compagnie du député de Paris, Jean-François Lamour. Oui, Jean-François Lamour, pourquoi récuser le terme d'effort demandé aux Français? Est-ce que le passage aux 39 heures, la retraite à 65 ans, la suppression de 500 000 emplois publics, ce ne sont pas des efforts? Déjà, ce n'est pas la suppression, mais le non-renouvellement de ces 500 000 emplois. Ce que François Fillon veut vous exprimer en disant qu'il ne serait pas d'un effort supplémentaire, c'est que quand on a déjà 10% de chômage dans notre pays, plusieurs millions de Français qui sont en grande précarité, vous ne trouvez pas que le peuple français déjà fait beaucoup d'efforts, et que vous avez toute une partie finalement de cette population qui est mise à l'écart de la société française. Ce qu'il veut dire, c'est qu'au travers de son plan, de son projet de redressement, il propose effectivement de tracer une ligne, ce qui n'a pas été le cas depuis 5 ans avec M. Hollande, d'avoir un cap avec des mesures fortes comme la compétitivité de nos entreprises qui vont permettre justement de baisser un taux de chômage qui est inacceptable pour les Françaises et les Français. Justement, tout à l'heure, François Fillon a accusé le gouvernement de dissimuler les comptes. Est-ce que vous confirmez cette affirmation très forte? Je vous le confirme très clairement. Aujourd'hui, le budget 2017 est construit autour d'un déficit de 2,6-2,7%. C'est totalement faux. Il est au moins, je dis bien au moins, de 3,5 voire 3,7%, avec sous le tapis environ une dizaine de milliards de nouvelles mesures qui n'ont pas été financées. Donc voilà la situation qui nous attend au mois de mai, quand nous allons arriver au pouvoir et au gouvernement. Donc vous voyez le danger qu'il y a effectivement à laisser perdurer un déficit au-delà de ce qui est supportable. C'est pour ça que François Fillon propose que ce déficit soit ramené à zéro à la fin de son mandat. Juste une dernière question. Est-ce que vous croyez que François Fillon va vraiment réussir à recentrer sa campagne sur le fond, alors qu'il va être convoqué dans 2 jours en vue de sa mise en examen? Vous voulez que je vous dise, ça dépend beaucoup de vous. C'était bien que vous soyez très nombreux aujourd'hui pour parler de son projet. D'ailleurs, les questions, pour l'essentiel, ont été orientées sur le projet. Et je crois que c'est ce qu'attendent aujourd'hui les Français. On voit bien beaucoup de doutes. Bien sûr, ils ont été, on le sait, un peu secoués par un certain nombre de révélations, pour la plupart d'ailleurs qui ne sont pas étayées. Mais ce qu'ils attendent maintenant, c'est de savoir quel projet de redressement pour la France. Et ça, c'est vraiment la première étape. Et c'est là-dessus que maintenant, François Fillon va concentrer ses efforts de pédagogie. Merci beaucoup Jean-François Lamour d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam, on se retrouve un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Yves-Marie Cahn, François Fillon, tout au long de cette conférence de presse, s'est beaucoup appuyé sur les Français. Concernant les affaires dont vient de parler à l'instant Tam avec Jean-François Lamour, il s'en remet au suffrage universel. Concernant le fond de son projet, il dit que les Français sont conscients de la gravité de la situation et qu'ils attendent qu'on leur propose un chemin clair
et déterminé. C'est la ligne de François Fillon, s'appuyer sur les Français. Oui, tout à fait. Et sur le constat que font les Français, c'est sans doute un constat partagé en grande partie entre François Fillon et les Français, mais comme c'est le cas avec beaucoup d'autres candidats à l'élection présidentielle, je pourrais dire tout à fait la même chose concernant le constat que fait Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets. Là, après, où il y a des divergences, c'est sur les mesures à mettre en œuvre. Aujourd'hui, quand on interroge les Français sur la nécessité de réduire la dépense publique, effectivement, on a une large majorité de Français qui nous répond oui, par souvent de l'ordre de 80 à 90%. Par contre, lorsque l'on pose la question où est-ce qu'il faut aller finalement diminuer cette dépense publique, la plus personne n'est d'accord. Et je serais tenté de dire que quelles que soient les mesures que l'on teste d'une certaine façon, on n'a jamais un assentiment majoritaire, sauf les mesures qui vont consister à diminuer le nombre de députés, réduire finalement le nombre d'élus en France. Sauf que ça ne permet pas de faire des réformes structurelles de fond et surtout d'atteindre les 100 milliards d'euros d'économie que confirme François Fillon dans son programme. Et c'est d'ailleurs un véritable angle mort dans son propos de ce matin, parce qu'à aucun moment il ne dit d'où viendraient ces économies, à aucun moment il ne dit quels seraient les 500 000 postes de fonctionnaires supprimés, dans quelle fonction publique. Est-ce que c'est dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, qui constituent quand même le gros aujourd'hui de la masse salariale de l'État? Là, il n'en dit rien, et c'est sans doute une faiblesse importante pour les prochaines semaines, parce que ça fournit des angles d'attaque à ses adversaires, tant on sait que les Français sont très attachés à l'école, même s'ils sont très critiques à son égard, et sont très attachés au système de santé, à la qualité des hôpitaux et à des hôpitaux qui fonctionnent. Et là, effectivement, il va sans doute devoir clarifier, apporter des réponses dans les jours qui viennent. Alors justement, Jean-Louis, c'est dans ce domaine, dans le domaine économique, qu'on attendait des réponses, des précisions ce matin de François Fillon, notamment, Yves-Marie Cale le disait à l'instant, sur les 100 milliards, sur les fonctionnaires qui passent aux 39 heures, combien seront-ils payés? Il est sorti du flou ce matin, François Fillon? Il n'a pas sorti du nouveau tellement. D'ailleurs, je trouve que Macron était un peu c'est le même problème. D'ailleurs, il était revenu, on attendait un peu plus de consistance parce que lui aussi propose des économies, même si elles sont moins importantes. Il n'est pas sur 100 milliards, mais il est sur 60. Mais même sur 60, il a eu du mal à argumenter. Là aussi, on aurait aimé quand même qu'ils nous disent, parce que beaucoup de gens attendent ça, parce que tout le monde veut moins de fonctionnaires, veut moins d'impôts, mais ils veulent les mêmes services publics. Donc il faudrait quand même, est-ce qu'elle arrive à sortir de cette contradiction. Je note simplement au niveau quelques nouveautés sur son projet, c'est sur les fonctionnaires. Lorsqu'il dit qu'il maintient son chiffre de 500 000, mais il dit qu'il y aura une négociation salariale pour essayer de faire accepter quand même cette diminution des effectifs. Et ensuite, il ne dit pas simplement 39 heures, il donne une annualisation du temps de travail des fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de souplesse dans le travail des fonctionnaires, dans l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique, ce qui aujourd'hui se heurte à des obstacles statutaires qui ne sont pas négligeables. Donc là, il introduit quelque chose de nouveau. Par ailleurs, sur les nouveaux aspects de son projet, je ne crois pas avoir vu, si par exemple quand il dit je vais doubler la création d'entreprises, mais enfin ça c'est une proposition, c'est pas un engagement. Ça veut dire il va donner peut-être les possibilités, ce qui va créer 3 millions d'emplois. Là il ne l'a jamais dit, mais on peut pas parler ça d'un engagement présidentiel. Il dit je mettrai les conditions pour que cela se passe ainsi. Donc pour le reste, donc effectivement. Et finalement, ce qu'il y a de nouveau dans le projet de François Fillon, c'est une touche de social, plus de pouvoir d'achat en faveur des ménages. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que le début de notre conversation que nous avions eue avant son intervention, lorsque vous avez dit c'est un programme dur, et moi je vous avais dit non, il dit un programme de rupture. Et là, il n'a même pas dit le programme de rupture. Il n'a même pas employé cette expression qu'il employait périodiquement. Je suis le seul à proposer une rupture, je veux un programme de rupture. Il a parlé de réforme structurelle, ça revient à peu près au même. En tout cas, le mot, à mon avis, je ne sais pas si on a eu les mêmes oreilles, à mon avis, ce mot-là, qui était quand même un mot fétiche chez lui, n'a pas été prononcé. Donc il y a une volonté quand même au moins d'adoucir la forme. Alors il faut dire, Jean-Louis, que François Fillon, depuis la primaire, se voit reprocher effectivement un programme dur, un programme de purge. Il a tenu à désamorcer cette critique, on l'écoute. Ce projet est un projet de croissance. C'est un projet qui est porté par l'ambition de refaire de la France une grande puissance économique et politique. C'est un projet pour les jeunes. La génération précédente n'a connu que le chômage de masse. Je veux que l'avenir de notre jeunesse soit une société de plein emploi, de finances publiques remises en ordre, de Français réconciliés avec eux-mêmes et un pays influent et capable de se défendre. La purge, la détresse sociale,
Le manque de perspectives, c'est maintenant que nous les avons. Elles sont le résultat d'années de démagogie et d'atermoiement. Penser que nous pouvons continuer sans réforme profonde relève de l'illusion la plus complète. Je ne demande pas non plus des efforts aux Français. Je leur propose de renouer avec la prospérité. Yves Marican, c'était important pour François Fillon ce matin de désamorcer cette critique, de montrer que son programme n'était pas un programme de purge. Oui, effectivement, en tout cas, cette revendication venant de François Fillon, c'est un élément important parce qu'on sait que le programme de François Fillon, notamment dans le domaine de la santé et de la protection sociale, lui a coûté des points courant décembre et début janvier. Donc là, effectivement, il y a un enjeu pour lui, d'autant plus qu'on a bien vu que son socle électoral a beaucoup baissé et que s'il souhaite finalement revoir les perspectives d'une qualification pour le second tour de la présidentielle, il va falloir qu'il élargisse son socle électoral. Et donc, notamment peut-être chez les classes populaires à qui ce mot purge faisait peur. Chez les classes populaires, les classes moyennes modestes notamment, donc ça fait beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le vote, en tout cas les intentions de vote en faveur de François Fillon, elles sont marquées par un clivage très prononcé entre les retraités qui sont les premiers à voter pour lui et les actifs qui ont délaissé sa candidature. Et je crains que le programme de François Fillon, tel qu'il a été présenté aujourd'hui, ne soit pas de nature finalement à résorber ce clivage. Parce que certes, il place la proposition programme sous le triptyque de libérer, protéger et réconcilier. Mais ce que l'on entend surtout, c'est ce qui concerne finalement libérer. Les 100 milliards d'euros d'économies en moins, la suppression de l'impôt sur la fortune, les baisses de charges pour les entreprises, les 500 000 fonctionnaires. Ça ne va pas forcément beaucoup parler aux catégories populaires, aux classes moyennes, même s'il y a bien entendu de la mesure concernant la baisse des charges sociales payées par les salariés. Mais je doute que ce soit suffisant, tant le clivage aujourd'hui est extrêmement important. Il a voulu, François Fillon, ce matin, répondre à ceux qui critiquent son projet, qui le trouvent ultralibéral. Il dit « Je ne propose pas de libérer les forces déchaînées d'un capitalisme sauvage obsédé par le profit ». Olivier Roncan. Mais le problème, si vous voulez, de cette tactique d'adoucissement sur la forme de la présentation du programme, c'est que ça va priver son camp des attaques vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui explique c'est la continuité par rapport à ce qui s'est fait. Or là, lorsque on dit bon, on va redonner du pouvoir d'achat, on va revenir sur les aspects les plus saillants de ce qui avait été annoncé, finalement, ça va donner du grain à moudre à ce mais finalement, alors, vous proposez quelque chose d'assez centriste. Et donc, ce qui différencie vraiment votre offre de celle d'Emmanuel Macron, qui est portée par un dynamisme, un charisme pour l'instant signalé comme étant plus fort, tout ceci devient assez affadi. Et la deuxième remarque, c'est l'absence finalement de propositions plus précises sur la compétitivité. Parce que comment est-ce qu'on rattrape un retard industriel dont on n'arrête pas de parler? Comment on refait du chiffre positif en termes de commerce extérieur? Tout ceci n'est pas abordé, et sauf en disant on va baisser les cotisations sociales, ce qui est d'ailleurs le cas depuis maintenant assez longtemps, alors on peut le faire encore un peu plus, et alors qu'on sait que dans l'industrie, c'est pas forcément le coût de la main-d'œuvre qui est maintenant le problème, c'est l'innovation. La troisième remarque, c'est pour porter un dynamisme, il y a le thème de l'innovation qui est quand même au cœur aujourd'hui des préoccupations, et là qui n'a pas été prononcé une seule fois. On va revenir sur cette question de la compétitivité, mais Jean-Louis, quand ce matin on entend François Fillon dire « Je maintiens que mon projet, que mon programme ne demande pas d'efforts aux Français », est-ce qu'il faut le croire? Qu'est-ce qu'il faut le croire? Oui, il faut le croire. Mais il faut aussi discuter. Je pense quand même qu'il y a quand même un effort, la déréglementation, l'absence des 35 heures, qui d'ailleurs, en fait, c'est très bizarre parce que ce n'est plus demandé par les entreprises. Ils ont un problème de taux de salaire, du prix du travail, mais pas le problème du temps de travail. D'abord, pour le par exemple, 15% au moins de la masse salariale travaille à temps partiel. Donc la question des 35 heures devient proprement idéologique aujourd'hui. Donc à partir de là, est-ce qu'ils demandent des efforts? Je pense qu'ils vont en demander d'abord aux fonctionnaires, ça coûte 5 millions de personnes. Quand vous augmentez le taux de TVA de 2 points, de 2% sur le taux normal, 2 points, et en même temps, est-ce que ce que vous allez payer sur les 2 points va compenser la baisse des charges sociales salariées qui va être
vous proposer. De ce point de vue, je pense quand même qu'il est un peu plus social quelque part que Macron, parce que Macron dit je supprime les cotisations maladie salariées et j'augmente la CSG. La CSG, c'est automatique. La répercussion de la hausse de la TVA n'est pas aussi automatique que l'augmentation de la CSG qui sera décidée par les pouvoirs publics, 1,7%, dit-il, et qui touchera beaucoup de gens, toutes les personnes qui ne paient pas de cotisation maladie, soit parce qu'elles sont à la retraite, soit parce qu'elles sont fonctionnaires, soit parce que beaucoup de secteurs ne paient pas de cotisation chômage, parce qu'ils sont à la retraite, soit parce qu'ils sont dans le secteur public, et donc ça concerne beaucoup de personnes. Donc, d'une certaine façon, cette idée qu'on contrebalance par un impôt, une baisse d'impôt, et qu'on ne nous dit pas exactement quel va être le solde entre le prélèvement supplémentaire et la baisse que l'on propose, vous dites, est-ce qu'on doit le croire? Oui, mais ce chiffrage n'a pas été produit ce matin, donc on a du mal à disons, partager spontanément l'idée qu'il avance. Alors on va revenir en détail sur ce projet économique de François Fillon qui était au cœur de son programme. François Fillon qui propose un choc fiscal et qui veut redonner du pouvoir d'achat aux Français. On l'écoute. Mon projet intègre un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages. Tous les salariés bénéficieront immédiatement d'un allègement de charges sociales qui leur procurera un gain de 350 € et donc de 700 € pour les couples qui travaillent. Nous allons améliorer la situation financière des familles qui investissent pour notre avenir avec le relèvement du quotient familial et le rétablissement de l'universalité des allocations. Nous allons porter une attention particulière aux retraités les plus modestes. Je veux revaloriser les petites retraites et augmenter de 10% les petites pensions de réversion. Cela ne sera rendu possible que par l'augmentation progressive de l'âge de la retraite à 65 ans. C'est les retraités. Philippe Monroe-Chevrolet, on le disait, vous le disiez à l'instant en écoutant cet extrait, François Fillon qui ce matin a affiché un programme clairement de droite. Oui, c'est un retour aux fondamentaux parce qu'il parle effectivement déjà aux électeurs de sa base, c'est-à-dire Sens commun, tous ceux qui se sont mobilisés au Trocadéro pour leur dire on va rétablir les allocations familiales, rassurez-vous, on va revenir à une politique familiale à la française comme on l'a fait depuis 50 ans, ce qui parle beaucoup à cet électorat-là. Après, moi je trouve qu'il est comme Macron, c'est-à-dire c'est une copie d'élève appliqué, il y a tout. C'est-à-dire libérer, ça va être pour répondre aux partisans de Macron, protéger pour répondre aux partisans de Le Pen, réconcilier pour éviter qu'on pense qu'il est fou et qu'il veut mettre la France à feu et à sang. Parce qu'une interrogation, on le voit dans les CALI notamment, dans ce que disent les électeurs de droite, une interrogation c'est d'accord, on va élire un type musclé avec un programme musclé, mais demain on aura la CGT, tous les travailleurs dans la rue, ça va être 68 à nouveau, on n'a pas envie de ça. Donc il répond aux trois. Et puis, il parle beaucoup de pauvreté pour effectivement compenser son handicap sur les catégories populaires. Il rassure complètement à droite en disant qu'il va bien traiter les valeurs morales, qu'on va revenir à des fondamentaux. C'est vraiment une copie d'élève appliqué. C'est intéressant, en revanche, parce qu'il amorce quelque chose sur l'islamisme qui pourrait être notre deuxième partie de campagne. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, on est dans un front, on va dire, un débat plus ou moins à distance entre Fillon-Macron, entre économistes libéraux qui se dialoguent et qui se répondent. Avec Marine Le Pen, on va entrer dans une autre partie de campagne qui sera d'ailleurs un peu handicapante pour Macron, et il commence à poser des jalons en disant il y a l'islamisme, il y a le totalitarisme. Ça commence il commence à passer à autre chose quand même. Pour revenir sur cette question du pouvoir d'achat, François Fillon dit on va financer l'augmentation du pouvoir d'achat par les Français par une hausse de 2 points de la TVA. Est-ce que Jean-Louis, c'est pas contradictoire? C'est pas donner d'une main et reprendre de l'autre? C'est la question que l'on peut se poser. Il va financer une partie des dépenses qu'il propose, pas seulement le pouvoir d'achat, par une hausse de 2 points de TVA. Donc là, je pense qu'on est quand même dans le flou parce que personne ne sait quelle sera la répercussion de cette hausse. Ça a l'air négligeable, mais c'est important. À un moment où, justement, les années précédentes, quand les socialistes ont relevé d'ores et déjà le taux de TVA, le taux normal à 20%, nous étions dans une période de désinflation. Donc en fait, les gens n'ont pratiquement pas senti la hausse de la TVA. Ça a été pour eux neutre. Aujourd'hui, on est quand même sur près de 2% d'inflation. Ce n'est pas de l'inflation, mais on n'est plus dans la désinflation. Il y a une légère augmentation du prix. Vous augmentez de 2 points la TVA, alors là, vous commencez véritablement à le sentir. Sachant que c'est inégalitaire en plus comme impôt. Après, il y a effectivement l'aspect social, bien entendu, mais même il y a l'aspect impact sur le pouvoir d'achat qui est effectivement qui pourrait être supérieur
aux baisses de charges salariées qu'il propose à l'intérieur de son programme. On aurait aimé, puisqu'il parle beaucoup de la dette et de l'avenir de la dette, qu'est-ce qu'il pense de l'évolution de l'inflation qui est important sur la question de la TVA. Vous disiez c'est inégalitaire, Olivier Roucan, Oui, c'est qu'une fois de plus, ce sont les classes populaires et les classes moyennes qui vont être touchées? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ce type de proposition, augmenter la TVA, que François Fillon envoie un signal aux classes qui lui manquent le plus, les classes actives, et même au-delà, encore une fois, donner quelques subsides pour faire un peu plus de consommation ne règle pas la question fondamentale de notre économie, c'est comment on reproduit, comment on redevient compétitif. Il y a notamment la transformation du CICE, dont il n'a pas parlé tout à l'heure, alors qu'elle est développée dans dans son interview dans Les Échos. C'est là où je trouve qu'il y a quand même un manque d'allant pour la suite. On est sur une stagnation, vous parliez, bon élève par rapport à un électorat qu'il a déjà. Est-ce que c'est suffisant pour relancer une campagne? Je ne le pense pas. Et par ailleurs, également, deuxième point, au-delà de la compétitivité, la réforme de l'État. On a attendu alors une procédure, un seul guichet. La réforme de l'État, sachant qu'on veut réduire le nombre de fonctionnaires, comment on a un État qui fait du qualitatif en termes de services publics, parce que ça, dans les attentes, ça reste très présent. Le redécoupage des périmètres ministériels. Avant de revenir sur cette question des fonctionnaires, on parlait à l'instant du choc de compétitivité. Il base son projet, François Fillon, sur un choc de compétitivité de 40 milliards. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, Jean-Louis, c'est un programme qui est en mesure de provoquer ce choc de compétitivité et un redémarrage de l'économie immédiat, comme le souhaite François Fillon? La France a un déficit commercial qui est supérieur à 50 milliards. Il propose un choc de 40 milliards étalé sur 5 ans. Bon, de toute façon, il y a un problème de coût. Il y a un problème de coût et il y a un problème de coût par rapport aussi à la qualité des produits que nous exportons. Bon, il ne peut pas faire plus que 40 milliards. Donc, est-ce que lui-même croit qu'avec ça, il va rétablir la balance commerciale française? Je ne le pense pas. Cela dit, ça fera quand même du bien aux entreprises. Ça permettra le développement de leur activité. Je pense que ça, on ne peut pas le contester. C'est une mesure qui sera bien accueillie par l'entreprise. Est-ce que ça permettra de résoudre les problèmes de compétitivité de la France? Non, ça permettra d'engager, de rattraper un retard qui s'est produit de ces dernières années. Mais non, le problème est beaucoup plus compliqué que ça. François Fillon, ce matin, qui a insisté sur le fait que son programme, s'il voulait qu'il réussisse, était basé sur la méthode. Il se donne 3 mois pour réformer, on l'écoute. Mesdames et messieurs, libérer, protéger, réconcilier, ces 3 objectifs forment un projet ambitieux. Il ne pourra réussir que s'il est mis en œuvre avec méthode et avec détermination. Les premières semaines et les premiers mois seront cruciaux. Je ne perdrai pas de temps. Je mettrai en œuvre ce que les Français auront choisi. Je ne laisserai pas les lobbies, les intérêts catégoriels, les corporatismes et les conservatismes freiner ce mouvement qui aura été décidé de manière démocratique. Dans la foulée de l'élection présidentielle, la vie publique sera profondément réformée. Nous la mettrons au niveau des meilleurs standards internationaux. Je constituerai un gouvernement restreint avec 15 membres au total. Les ministres seront choisis sur un critère exclusif, celui de la compétence. Les effectifs des cabinets seront limités à 10 personnes. Les ministres signeront un code de conduite des membres du gouvernement. Ce code garantira notamment la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics. Philippe Moreau-Chevrolet, on entend à l'instant François Fillon afficher sa détermination, dire qu'il ne cédera pas à la rue. Est-ce qu'il sera en mesure d'appliquer son programme dans l'immédiat? Et puis il emploie le futur, il tient bien à nous projeter dans le fait qu'il peut être élu. Donc il fera ça une fois qu'il sera élu. Donc ce sera difficile parce qu'il a une image personnelle assez dégradée. Donc après, la question de savoir s'il est élu, ce qui va se produire, est assez compliquée parce qu'il sera élu, s'il est élu peut-être face à Marine Le Pen, c'est l'hypothèse la plus répandue. On va gagner 5 ans de respiration démocratique, mais ça va être très compliqué parce que comment avoir de la crédibilité quand on demande des efforts aux Français, même s'ils n'osent plus utiliser le mot d'effort? C'est quand même un petit peu ce qu'on va faire. Comment rester droit dans ses bottes? Qu'on imagine les manifestations, les slogans, on imagine la presse d'opposition, on imagine tout ce qui va ressortir sur les costumes, sur le paiement aux enfants, sur le travail fictif.
Ça va rester tout ça, c'est-à-dire que ça peut être éclipsé maintenant dans la fin de campagne parce qu'on va se concentrer sur autre chose, enfin on a envie de dire, mais ça va ressortir après. Et la construction d'une image d'un président, quand il est élu, ça se fait déjà avant et ça se poursuit après. Sarkozy a fait une erreur quand il est arrivé au pouvoir d'aller au Fouquet's alors qu'il n'a pas compris sa gestion d'image. Fillon sera sans doute plus prudent, mais ça va rester comme un boulet. Il va falloir vraiment beaucoup travailler pour changer d'image. L'une des réformes fortes de François Fillon qu'il mettra en œuvre, c'est une modernisation de la fonction publique avec la suppression voulue de 500 000 fonctionnaires. Est-ce que c'est une mesure qui est réaliste, supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans? On aimerait, justement, on aurait aimé qu'ils nous disent là. Alors ce matin, je l'ai écouté sur une radio périphérique, il disait par exemple, dans la police, c'est vrai que je ne veux pas diminuer les effectifs, je veux les augmenter, je crois qu'il a parlé de 17 000, je crois, d'augmenter les effectifs de police. Mais de toute façon, il y a des économies à faire parce que le tiers des policiers travaillent dans des bureaux. Et ils travaillent quand même dans des bureaux, ces gens-là. Je ne sais pas. Par exemple, sur les collectivités territoriales, oui, il y a certainement des économies à faire. Enfin, là aussi, simplement le tiers des gens qui travaillent dans la collectivité territoriale ne sont pas sur le terrain. Si je peux me permettre, Jean-Louis, sur les policiers et les militaires, il est quand même dans le sens des policiers et des militaires. C'est-à-dire, il dit sur les policiers, on va alléger leurs tâches administratives, ce qui est une de leurs demandes, et sur les militaires, on va faire du social. Mais il combat dans deux catégories. Également le FN va pêcher des voix. C'est électoral par rapport au FN. Quant à la réalité de l'organisation et du travail administratif, il cible ces catégories. C'est autre chose, la réforme de l'administration. Et une petite remarque aussi, on n'entend plus parler de référendum. Alors qu'il avait annoncé, justement, pour donner la légitimité à ces grandes réformes, l'utilisation du référendum. Donc ceci, ce matin, nous n'en avons Très rapidement, Yves Marican, il nous reste 30 secondes. Est-ce que le programme annoncé ce matin par François Fillon, avec ce recentrage, avait aussi pour but de séduire l'électorat centriste ? Oui, sans doute d'une certaine façon, en tout cas avec la rigueur budgétaire, on va dire, qui est affichée par François Fillon. Mais plus globalement, ce qu'il affiche quand même à travers son discours ce matin, c'est que finalement, c'est le volontarisme politique, qui est un reproche qui est fait par beaucoup de Français, et notamment les électeurs du Front National, à l'égard des partis de gouvernement et de leurs représentants. Et en ce sens, on voit bien aussi qu'il cherche à aller prendre des voix sur sa droite pour essayer de contenir la progression de Marine Le Pen, essayer de pouvoir se qualifier pour le second tour. Merci beaucoup, merci Yves Marican, merci à tous les quatre d'avoir analysé ce programme de François Fillon. On en reparle à 18h dans Présidentielle 360, présenté par Delphine Girard. Très bonne journée à tous sur Public Sénat. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Bonsoir et bienvenue à vous pour cette grande soirée politique. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Public Sénat. Je ne suis pas l'homme providentiel. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Édition spéciale sur Public Sénat. Votre nouvelle édition présidentielle 360. Je suis la candidate de la France du peuple. Vive la République, vive la France. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux partis essayent de la gagner. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous dites « Je veux gagner l'élection présidentielle ». La présidentielle, c'est sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.